On craint que la guerre en Iran ne s'aggrave après que les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran au Yémen, ont déclaré avoir lancé une deuxième vague de missiles et de drones contre Israël. Le conflit au Moyen-Orient a atteint un niveau encore plus dangereux maintenant que les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, sont également entrés dans la mêlée. Ils ont lancé un missile contre Israël, même s'il n'a pas atteint sa cible. Alors que les États-Unis et Israël poursuivent leurs attaques à l'intérieur de l'Iran, les Houthis, qui font depuis longtemps partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, ont également commencé à agir. Ils ont même lancé un avertissement, disant qu'ils étaient prêts à intervenir directement si la situation s'aggravait. Le 28 mars, ils ont lancé des missiles balistiques en direction d'Israël, ce qui était un signe clair qu'ils étaient déjà entrés dans le conflit. Mais selon les rapports, ce n'était pas encore toute leur puissance. Leur véritable force se trouve dans leur propre territoire. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Pendant que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, les Houthis contrôlent une longue côte du Yémen. Et dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge et le golfe d'Aden. À son point le plus étroit, il ne fait que 30 km de large. C'est la voie d'accès vers le canal de Suez, l'une des routes commerciales les plus importantes au monde. Environ 12% du commerce maritime mondial, 30% du trafic de conteneurs et des millions de barils de pétrole y transitent chaque jour. L'électricité en Europe, les Umbetonsi en Assa, Oleret, les usines en Asie et l'approvisionnement alimentaire en Afrique en dépendent. Et aujourd'hui, cette route est à portée des armes des Houthis. Ce n'est pas seulement à cause de l'emplacement. Ils ont aussi des capacités militaires. Ils possèdent des missiles anti-navires, de croisière, des drones longue portée et des véhicules sans pilote discrets. Ils ont aussi des lanceurs mobiles cachés dans les montagnes du Yémen. Et ce ne sont pas que des suppositions. De 2023 à 2025, ils ont attaqué plus de 100 navires. À cause de cela, de grandes compagnies maritimes comme Maersk et MSC ont été obligées de changer l'itinéraire de leurs navires et de passer par une route plus longue autour de l'Afrique. Cela a également entraîné une forte augmentation des coûts d'assurance des navires. En d'autres termes, si le détroit d'Ormuz est la porte d'entrée contrôlée par l'Iran, le Bab el-Mandeb est la porte arrière que les Houthis peuvent fermer. Et si ces deux routes sont affectées en même temps, ce n'est pas seulement une région qui sera touchée, mais presque le monde entier. Tout cela s'est produit alors que le détroit est encore ouvert. Cela signifie que les Houthis sont l'un des facteurs qui aggravent la situation. Si le détroit d'Ormuz et le Bab el-Mandeb sont affectés en même temps, il est possible qu'environ un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole soit bloqué. Et le prix du brut pourrait grimper jusqu'à 150 à 200 $ le baril, tandis que le marché de l'assurance s'arrêterait. Pour l'Europe, qui s'est descend restar, qui s'est déjà éloigné du gaz russe et dépend désormais du GNL, cela représente un gros problème, car si cette route est également affectée, il pourrait y avoir une pénurie d'énergie. En Asie, les usines pourraient en manquer de matières premières, et le prix des denrées alimentaires pourrait augmenter de plus de 15%. En d'autres termes, le contrôle des Houthis sur cet emplacement agit comme une arme capable de stopper l'économie mondiale. C'est pourquoi les États-Unis ont réagi. Le 28 mars, le Pentagone a envoyé une force importante dans la région. L'USS Tripoli est déjà arrivé avec environ 3500 Marines en mer Rouge, tandis que l'USS Boxer est en route. En même temps, des soldats de la 82e division aéroportée sont également envoyés sur place et les groupes aéronavals sont en alerte. Des F-35C Lightning II, des FA-18 Super Hornet et des destroyers de classe Harley Burke sont déployés au large des côtes du Yémen. Selon le Washington Post, le Pentagone étudie également la possibilité d'une opération terrestre en Iran qui pourrait durer plusieurs semaines, impliquant l'utilisation des forces spéciales et des soldats de réguliers, même s'il n'est pas encore certain que Donald Trump l'autorisera. Pour l'instant, il est clair que le plan des États-Unis comporte différentes étapes. Et la première partie de ce plan consiste à intensifier les attaques aériennes et maritimes afin de prévenir une crise plus grave. En 2025, dans le cadre de l'opération Rough Rider, les États-Unis ont attaqué plus de 1000 cibles Houthis et ont réduit la capacité du groupe d'environ 50 à 70%, et maintenant il est possible d'utiliser à nouveau la même méthode, mais à une échelle plus large contre l'Iran et le Yémen.
Des bombardiers comme le B-1B Lancer et le B-52 Stratofortress sont déployés depuis la RAF Fairford et peuvent atteindre l'Iran et le Yémen. En mer, ils utilisent des navires équipés du système Aegis pour protéger les navires commerciaux contre les missiles et les drones. Il est également possible que les Marines américains mènent des opérations rapides et précises sur les côtes du Yémen pour cibler les lanceurs mobiles des Houthis. Sur le papier, ce plan semble correct, mais il a du mal à fonctionner. Lorsqu'on fait face à la manière de combattre des Houthis, ils ne sont pas une armée normale qu'on peut cibler facilement. Par exemple, pour abattre un drone qui coûte environ 20 000 $, un destroyer américain doit utiliser un missile qui vaut des millions de dollars, comme le missile SM-2 ou le missile SM-6 encore plus cher. Alors que les Houthis continuent de lancer des drones, le budget et le stock de missiles des États-Unis s'épuisent progressivement et la situation s'aggrave encore parce qu'ils doivent en même temps faire face à l'Iran. Chaque missile utilisé contre les Houthis réduit le nombre de missiles disponibles contre l'Iran, et chaque navire envoyé en mer Rouge diminue la force qui pourrait être déployée dans le détroit d'Ormuz. C'est exactement ce que souhaite l'Iran, la dispersion des forces américaines dans différents endroits. De plus, il est difficile de cibler les lanceurs des Houthis, car ils ne sortent eux que pour lancer un missile, puis retournent immédiatement se cacher dans la montagne. C'est pourquoi même les premières campagnes aériennes de 2023 à 2025 n'ont pas réussi à arrêter complètement leurs attaques. Et si les États-Unis envoient des milliers de soldats au Yémen, il y a un risque de revivre la longue et difficile situation qu'ils ont connue dans d'autres guerres, car la région est remplie de montagnes, de déserts et de villes densément peuplées, ce qui la rendra difficile à contrôler et le conflit pourrait durer longtemps. L'Arabie Saoudite a déjà vécu une telle situation pendant 7 ans et n'a pas réussi. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent pas se permettre de répéter la même erreur, surtout à l'approche des élections de mi-mandat de 2026, et alors que l'opposition à la guerre contre l'Iran ne cesse de croître. C'est là qu'intervient une mesure plus pratique, exercer une pression par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite. Lorsque le détroit d'Ormuz a été fermé, Riyad a intensifié l'utilisation de l'oléoduc East-West afin de continuer à acheminer le pétrole vers le reste du monde, permettant ainsi à 5 à 7 millions de barils par jour de transiter jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge. Mais même cela comporte des risques. Chaque pétrolier quittant Yanbu peut devenir une cible pour les Houthis avec leurs missiles et drones, et même l'oléoduc lui-même, qui s'étend sur plus de 1000 km à travers le désert, est difficile à surveiller. L'Arabie Saoudite le sait bien, car elle fait face à ce genre de menaces depuis longtemps. De 2015 à 2020, ils ont mené une vaste opération au Yémen, mais ils n'ont pas réussi à arrêter les Houthis. Au contraire, ils sont devenus plus puissants. Un exemple clair de cela est ce qui s'est passé en 2019 à Abqaiq, où des drones ont attaqué et environ 5% de l'approvisionnement mondial en pétrole a été affecté en une seule nuit. À cause de cela, l'Arabie Saoudite préfère maintenant une approche indirecte, en mettant l'accent sur l'économie. La principale cible ici est le port de Hodeïda. C'est le port le plus important pour les Houthis. Une grande partie de leurs revenus provenant des taxes et du commerce vient d'ici. Et c'est aussi la principale voie d'accès de l'aide pour des millions de personnes au Yémen. Si Hodeïda est touché ou bloqué, ce n'est pas seulement un simple problème pour les Houthis. C'est une menace directe à leur capacité à continuer. Washington DC prévoit d'accentuer la pression sur les Houthis en coupant leurs revenus pétroliers et en bloquant les livraisons d'armes en provenance d'Iran grâce à un blocus naval. Dès 2025, environ 750 tonnes de cargaisons en provenance d'Iran ont déjà été interceptées. Parallèlement, l'influence au Conseil de sécurité des Nations Unies est utilisée pour augmenter la pression, avec le soutien des alliés. L'Union européenne dispose d'une mission navale qui aide à surveiller la mer Rouge, tandis que le Royaume-Uni participe aux attaques aux côtés des États-Unis. Mais les capacités de l'Europe sont limitées, surtout en raison du budget et du manque de soutien public pour une opération à long terme au Yémen. Un autre mouvement important est la coopération de l'Ukraine avec les pays du Golfe. Dans ses accords avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, l'Ukraine propose une solution moins coûteuse pour abattre les drones iraniens. Mais même si cela peut aider, cela ne suffit pas à contrer complètement la menace,
surtout en ce qui concerne les missiles et les attaques contre les navires. Si les attaques des Houthis en mer Rouge s'intensifient et ne peuvent être stoppées, le monde entier fera face à un énorme problème. En temps normal, environ 21 millions de barils de pétrole et près de 20% du GNL transitent chaque jour par le détroit d'Ormuz. Il faut ajouter à cela les 6 à 7 millions de barils qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb, ainsi qu'un grand nombre de conteneurs. Si ces deux routes sont affectées, plus d'un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole disparaîtra soudainement. Dans une telle situation, le prix du pétrole pourrait rapidement dépasser 150 $ et, à cause de la panique, il pourrait même atteindre 200 $ en quelques jours seulement. Mais l'impact sur l'ensemble du commerce mondial serait encore plus grave. Si la mer Rouge devient trop dangereuse, les assurances pour les navires s'arrêtent et, si cela arrive, le transport de marchandises dans le monde entier s'arrêtera presque complètement. Même lors de la crise plus petite de 2024, on a déjà pu voir l'ampleur de l'impact. Les assurances pour les navires en mer Rouge représentaient en tout jusqu'à 2% de la valeur de la cargaison, ce qui a coûté à l'industrie maritime plus de 400 millions de $ par an, rien qu'en assurance supplémentaire. Mais si la route ferme complètement, la situation sera bien pire. Sans assurance, les navires ne peuvent pas naviguer, ce qui signifie qu'ils seront obligés de passer par le cap de Bonne-Espérance à l'extrémité sud de l'Afrique. Le résultat, chaque voyage prendra 10 à 14 jours de plus et les coûts augmenteront de plusieurs millions de $ par expédition. Ce n'est pas seulement une question de retard. Cela augmente directement le prix de la nourriture. Actuellement, une grande partie des produits comme les céréales provenant de Russie, d'Ukraine et de l'Union européenne passent par le canal de Suez à destination de l'Afrique et de l'Asie. S'ils sont obligés de contourner la zone en prenant une route plus longue, la distance est presque doublée. À cause de cela, le prix de la nourriture dans les pays dépendant des importations pourrait augmenter de plus de 15%. Ensuite, le prix des engrais augmentera également, les coûts agricoles vont grimper, et cela se fera directement sentir par les gens dans leurs achats quotidiens. Selon l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, la situation pourrait être encore plus grave. Si le flux des transports s'effondre, même l'aide destinée aux personnes dans le besoin aura du mal à arriver et deviendra extrêmement coûteuse. En d'autres termes, la stratégie de Houthis pourrait entraîner un risque de famine, même dans leur propre région au Yémen. Il n'y a pas que la nourriture qui est affectée. Même les produits ordinaires verront leur prix augmenter. En 2024, les frais d'expédition des conteneurs ont augmenté de 2 à 4 fois. Et sur certaines routes, l'augmentation a même atteint 250%. Si ces routes venaient à fermer complètement, il serait difficile de prévoir à quel point les coûts d'expédition pourraient encore augmenter. Et si tout cela s'enchaîne, le pétrole cher, la nourriture chère, le transport cher, le monde entier fera face à un grave problème économique où les prix augmentent en même temps que la croissance ralentit. À mesure que le prix de l'énergie augmente, le coût de production des produits augmente aussi. À cause de cela, les entreprises sont obligées d'augmenter leurs prix. Mais le problème, c'est que le pouvoir d'achat des gens diminue. La demande baisse et l'économie ralentit progressivement. C'est là que commencent les vraies difficultés pour les pays occidentaux. Les banques sont alors obligées de choisir entre deux mauvaises options. Lorsqu'ils augmentent les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation, ils ralentissent encore plus l'économie. Mais s'ils baissent les taux d'intérêt pour stimuler l'activité économique, les prix des biens de consommation augmenteront encore plus. En d'autres termes, quelle que soit leur décision, il y aura un autre problème à la clé. Ici, la situation devient plus complexe car il ne s'agit pas seulement d'une question économique. Cela a un impact plus large sur les dynamiques entre les pays du monde. L'action des Houthis n'est pas seulement un problème pour eux, il y a aussi des conséquences qui ne sont pas immédiatement visibles. La Russie, après la guerre en Ukraine, a été obligée de se rapprocher de pays comme la Chine et l'Inde pour vendre son pétrole. Comme l'Europe n'achète plus, la Russie fait passer son pétrole de manière plus discrète. En utilisant ce qu'on appelle la flotte fantôme, des pétroliers sans assurance et parfois même avec le système de localisation éteint. Ces navires passent généralement par le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb pour atteindre l'Asie. Comme la mer Rouge est touchée par les Houthis, ils doivent éviter la zone et passer par le cap de Bonne-Espérance. Le trajet est plus long et les coûts de carburant et de transport plus élevés. Et comme la Russie vend déjà son pétrole à un prix plus bas à cause des sanctions, leurs revenus diminuent encore plus.
Dans cette situation, ils perdent presque tout leur profit à chaque vente de pétrole. C'est important parce que la capacité de la Russie à poursuivre ses opérations dépend d'un flux d'argent continu. Maintenant, d'une manière inattendue, l'action des Houthis soutenue par l'Iran affecte également le flux de revenus de la Russie. Cela signifie que, tandis que l'Iran et ses alliés tentent d'utiliser leur position géographique comme une arme contre l'Occident, ils touchent également leurs propres alliés en coulisses. De plus, cette crise affecte directement l'économie de la Chine. Étant donné que la Chine dépend des exportations, cela devient un gros problème si elle ne peut pas envoyer ses produits vers l'Europe, ou si elle est obligée d'acheter de l'énergie à un prix très élevé. La question est, existe-t-il une autre route pour l'acheminer ? Oui, mais ce n'est pas suffisant. L'oléoduc Sumed était limité et ne sert qu'au pétrole brut. Il ne peut pas transporter de conteneurs ou de nourriture. Le canal de Panama a déjà des problèmes de capacité et il n'est pas pratique pour la route de l'Asie vers l'Europe. Le transport par rail est plus cher et manque de capacité. En réalité, il ne peut même pas égaler la capacité d'un seul grand cargo. Cela signifie qu'il n'y a pas de substitut au canal de Suez et au détroit de Bab el-Mandeb en termes de rapidité et de capacité de transport. C'est pourquoi les missiles lancés par les Houthis ne sont pas simplement une expression de colère ou une réaction régionale. C'est une façon de faire pression qui frappe directement au cœur de l'économie mondiale. En bloquant ces deux passages étroits, la mobilité de l'US Navy et l'approvisionnement de l'Europe sont entravés. La dernière route du pétrole russe vers l'Asie est également affectée, et même le flux des exportations chinoises ralenti, tandis que les États-Unis tentent d'évaluer le coût des opérations face aux drones bon marché. L'Arabie saoudite se retrouve entraînée dans un plus grand danger simplement pour protéger sa route vers Yanbu. Pour l'instant, il semble que le commerce mondial soit en pause, en attendant de voir quelle sera la prochaine étape des Houthis sur l'une des routes les plus importantes et les plus dangereuses du monde. Les prix continuent d'augmenter. Les armes s'épuisent peu à peu. La Russie a de plus en plus de mal à vendre son pétrole, et le monde entier semble au bord d'un grand danger, où il n'est pas encore clair qui fera le premier pas, ni quand cela se produira. Dans une telle situation, un seul faux mouvement peut tout changer. Une grande opération n'est pas nécessaire pour aggraver la situation. Même une attaque sur une mauvaise cible ou au mauvais moment peut déclencher un affrontement plus large. Par exemple, si un navire est touché sur une route critique, cela provoquera la peur dans toute l'industrie du transport maritime. Ce ne sera pas seulement une seule entreprise qui s'arrêtera, il est possible que d'autres suivent pour éviter le danger. Si cela se produit, l'arrêt du flux commercial s'accélérera encore plus. D'un autre côté, si une base ou une installation est touchée à l'intérieur de l'Iran ou du Yémen, cela pourrait entraîner une réponse plus agressive. Il ne s'agira plus seulement de défense, mais aussi de représailles. Lorsque la situation atteint ce point, il devient beaucoup plus difficile de la contrôler. Il y a un autre facteur aggravant, la rapidité de la diffusion de l'information. Aujourd'hui, le monde entier est presque en temps réel informé de chaque événement. Une vidéo, un reportage ou même une fausse information peut provoquer de la panique. Lorsqu'il y a de la panique, cela affecte rapidement les prix. Il n'est même plus besoin d'une réelle pénurie. La simple annonce d'un problème possible suffit à faire immédiatement grimper le prix du pétrole, de la nourriture et d'autres produits. De cette façon, tout le système devient plus sensible. Ce n'est pas seulement l'attaque réelle qui pose problème, mais aussi ce que l'on s'attend à voir arriver. À cause de cela, chaque partie devient plus prudente. Mais parfois, une trop grande prudence conduit à des décisions lentes. Et lorsque les actions sont lentes dans ce genre de situation, la probabilité d'événements inattendus augmente. Au fil du temps, il devient de plus en plus clair que la lutte ne se joue pas seulement sur la puissance des armes, mais sur la capacité de chacun à contrôler la situation. Il ne suffit pas d'être fort si tu n'es pas capable d'empêcher l'escalade des tensions. D'un autre côté, même si un camp est trop faible, il peut changer le cours de la bataille s'il exerce une pression au bon endroit. C'est ce que l'on voit maintenant. Il n'est pas nécessaire de gagner tout de suite. Il suffit de produire un effet ressenti par tout le système, et au fil du temps, il devient de plus en plus clair que ce ne sont pas seulement les pays qui sont affectés, mais aussi les gens ordinaires. À chaque augmentation de prix, à chaque retard de livraison et à chaque changement de décision des entreprises. L'effet se fait sentir petit à petit. Même s'ils ne voient pas le combat, ils le ressentent au quotidien. Dans une telle situation, la prochaine étape de chaque camp devient encore plus importante. Une mauvaise décision peut aggraver la situation, tandis qu'une bonne démarche peut temporairement freiner la montée de la tension.
Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe clair. On ne sait pas qui va reculer ou qui va continuer. Et tant que la situation reste ainsi, la pression continue d'augmenter dans tout le système. Ce n'est pas seulement un affrontement entre des pays. C'est une situation qui entraîne progressivement le monde entier vers un plus grand danger. Et tant qu'on ne voit pas clairement où cela mène, la possibilité reste ouverte qu'à tout moment, tout puisse changer. Tant que cette situation persiste, ce n'est pas seulement un problème temporaire qui se crée, mais aussi un changement à long terme dans la dynamique des pays et des entreprises. Quand les entreprises prennent pas l'habitude d'éviter une route, elles peuvent en tarder à y revenir, même si la situation s'améliore. Au lieu de cela, elles cherchent des moyens plus sûrs, même si c'est plus cher ou plus lent. À cause de cela, le flux normal du commerce change progressivement. Il y a des routes qui étaient autrefois des voies principales, mais qui deviennent maintenant secondaires. Il y a aussi des endroits qui n'étaient pas beaucoup utilisés auparavant, mais qui prennent de l'importance à cause de la situation. Cela entraîne alors un changement du système entier, et non un simple ajustement. Pour les pays, cela signifie une planification plus prudente pour l'avenir. Il ne suffit plus de compter sur une seule route ou une seule source d'approvisionnement. Il faut avoir des alternatives pour ne pas être immédiatement affecté par ce genre de crise. Certains pays investissent dans des sources d'énergie ou de produits plus proches. D'autres renforcent leur propre production afin de ne pas trop dépendre des importations. De cette manière, l'équilibre du commerce mondial change progressivement. Cela ne se remarque pas tout de suite, mais avec le temps, cela a un grand impact sur qui contrôle l'approvisionnement et qui dépend davantage des autres. Cela a également un impact sur les relations entre les pays. Lorsque les pays deviennent plus dépendants les uns des autres, leurs relations deviennent plus importantes. Mais lorsque la confiance envers une route ou un partenaire disparaît, ils sont obligés d'en chercher un autre. À cause de cela, les alliances et les partenariats changent. Il y a des pays qui deviennent plus proches, tandis que d'autres s'éloignent progressivement. Cela ne se remarque pas tout de suite au début. Mais avec le temps, le changement devient évident. En même temps, les pays se préparent davantage à ce genre de situation. Ils constituent des réserves, renforcent la défense des routes stratégiques, et ils se préparent à une crise potentiellement plus grave. Même après la résolution du problème actuel, certains changements resteront, et c'est l'un des aspects les plus importants de ce genre de situation. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe en ce moment, mais aussi de la façon dont cela change l'avenir. Alors que la tension continue, il devient de plus en plus clair que son effet n'est pas seulement temporaire. Peu à peu, cela transforme la manière dont l'ensemble du système pense, décide et fonctionne. Et lorsque ce point sera atteint, même après la fin du conflit, rien ne redeviendra comme avant. Dans une telle situation, la question n'est plus de savoir qui est le plus fort, mais qui est capable d'attendre et de faire preuve de patience. Plus le temps passe, plus la fatigue, les dépenses et la pression augmentent pour chaque camp. Toutes les batailles ne se gagnent pas par la rapidité ou la force. Parfois, celui qui endure le plus longtemps a un plus grand avantage, mais tout a une limite. Et quand on atteint ce point, on ne contrôle plus comment cela va se terminer. Alors, tant que la tension persiste, la question reste ouverte. Jusqu'à quand pourront-ils tenir avant que la situation ne s'aggrave complètement ? Et au final, une chose est claire. Tant que la situation n'a pas de direction précise, le risque que ce qui va se passer ensuite devienne incontrôlable augmente.